Bonjour à tous, bienvenue à la table ronde Civic Tech de nouveaux outils pour une nouvelle démocratie. Avant de commencer le débat, je voudrais juste vous prévenir que deux de nos intervenants vont parler en espagnol, donc vous avez normalement des casques, et lorsqu'ils parleront, ce sera le channel 1 pour le français et 2 pour l'espagnol. Donc, bienvenue à tous. Est-ce que tout le monde est bien assis? Voilà. Donc pour débattre ce matin, nous avons 6 intervenants. Donc Pilar Conesa, spécialiste de la Smart City, de la Smart Governance, fondatrice et PDG de la société de conseil Anteverdi à Barcelone, et également commissaire du Smart City Expo World Congress de Barcelone. Nous avons également Charles Defresne, responsable de la Vox Academy de la startup Vox. Alejandro Franco, directeur du centre d'innovation colombien Ruta N. Benjamin Desgachons, directeur France de Change.org, Julie de Pimaudan, fondatrice et PDG de la start-up Fluicity, et Pauline Véron, l'adjointe à la mairie de Paris, en charge de la démocratie locale, de la participation citoyenne, de la vie associative, de la jeunesse et de l'emploi. Alors, aujourd'hui, nous vivons dans une ère où le numérique disrupte tous les secteurs et il appelle à repenser également la pratique de la démocratie et le rapport des citoyens avec leurs représentants, surtout dans cette ère de défiance des citoyens envers les politiques. Alors, pour commencer le débat, je vais interroger Pilar Conesa. Donc, vous êtes l'une des spécialistes mondiales de la Smart City. Vous avez accompagné de nombreuses villes dans leurs initiatives de démocratie locale. Est-ce que vous sentez une appétence mondiale pour davantage de démocratie et davantage de nouveaux outils partout dans le monde? Bonjour, madame et monsieur. Mi intervención será en castellano porque solo hay traducción de castellano al francés. Sorry. Ha sido muy oportuna esta primera intervención de Gabriela López Mon hablando de la experiencia de México y del laboratorio de la ciudad, ¿no? Porque precisamente hay muchos temas que ella ha mencionado de los que me gustaría comentar brevemente. Estamos viviendo un momento en que hay una cierta crisis del sistema democrático, en que, como ella también comentaba, está bajando en ciertas votaciones lo que es la participación de persona en las elecciones, pero por otra parte hay una ciudadanía cada vez más activa que está pidiendo un mayor rol de participación. Y ese movimiento de participación se está dando muy fuertemente en Europa, en América del Norte, en América del Sur, como ha mencionado también Gabriela, en México, en menor medida en África y en Asia, pero cada vez también con una mayor presión por esa participación. A eso se añade que la concentración urbana que se está dando en las ciudades hace que las ciudades sean el lugar, la arena, para que se produzcan inicialmente todos los movimientos cívicos. De hecho, yo considero que hoy las transformaciones son urbanas y en mucha gran medida liderada por la ciudadanía. Entonces, además, en las ciudades se dan donde se viven los problemas de cada día de las personas. Por tanto, ahí vemos también como en las ciudades son el lugar donde han nacido movimientos ciudadanos que han acabado gobernando en grandes ciudades. El ejemplo de España, donde en las últimas elecciones municipales los movimientos que vinieron de la ciudadanía acabaron gobernando en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia. Por lo tanto, las ciudades son líderes en lo que es movimientos ciudadanos y también en lo que es esa implicación. Al abordar cómo las nuevas herramientas pueden ayudar a esa nueva democracia, es evidente que la tecnología tiene un rol muy importante en favorecer herramientas de participación, pero también de cooperación. Creo que, y también lo comentaba Gabriela cuando hablaba de los nuevos modelos de gobernanza, que cuando hablamos de la nueva democracia no solo se trata de votar en determinados momentos, sea en las elecciones o sea en momentos participativos entre elecciones, sino que hay una involucración de la ciudadanía en la gestión de la ciudad y en la vida de la ciudad.
Cuando hablamos de la ciudad colaborativa, de la Co-City, la vemos como una ciudad en la que participan los distintos actores de la ciudad y, por tanto, no hay solo la relación de gobierno local con la ciudadanía, sino de participación de los distintos actores, organizaciones cívicas, emprendedores, instituciones en la visión de ciudad. Por tanto, hay un primer mensaje, es muy importante ver esa visión de ciudad. Teniendo en cuenta la experiencia que nosotros tenemos trabajando con distintas ciudades en distintos países, a mí me gustaría también hablar de los retos, porque si a mí me hubiesen preguntado hace 5 años qué nivel de participación y de civic engagement habría hoy en día, pensaba que sería mayor. Por tanto, hace años estamos hablando de participación ciudadana, pero se está produciendo de forma más lenta de lo que habíamos estimado años atrás, ¿no? Porque es difícil de canalizar esos vehículos de participación, ¿no? Por lo tanto, yo considero que hay 3 elementos claves. Uno, combinar las plataformas online de participación con las formas presenciales, porque hay ciudadanía que se siente más cómoda en unas o en otras, gente joven, gente mayor. Por tanto, hemos de tener en cuenta la ciudad física y la ciudad virtual, y hay que combinar esas 2 formas de participación. Los procesos de participación, y ahí hay las plataformas tecnológicas, que hay muchas que ya están disponibles y se van además desarrollando de nuevas, como Civic City y muchas otras, en las que se permite votar a las personas y presentar propuestas y votar. Es muy importante situar problemas reales cercanos a las personas, a su barrio y a las personas, para que realmente podamos incrementar esa participación ciudadana. Y por otra parte, lo que comentaba antes, ver todos los ámbitos de cooperación, de que no es solo participar en una votación, sino establecer, y esto también las plataformas digitales nos ayudan a establecer mecanismos de cooperación entre los agentes. Teniendo en cuenta que este año es el centenario de Jane Jacobs, una de las personas que empezó hablando sobre hacer un análisis sobre la ciudad, me gustaría terminar con una frase suya, ¿no? De que las ciudades tienen la capacidad de proveer espacios para todos, solo si están participados por todos. Muchas gracias. Merci beaucoup. Alors justement, pour parler un petit peu des exemples concrets de ce que vous venez de dire, quelles sont une bonne pratique, est-ce que vous pouvez nous donner une bonne pratique que vous avez observée, que vous avez contribué à mettre en place, et notamment, je crois, à Barcelone, où vous avez vraiment contribué à mettre en place l'e-démocratie et l'open government? Encantada de hablar de Barcelona, porque además hace años fui la directora de tecnología de Barcelona, con lo cual y continúo muy cercana al equipo municipal. Barcelona tiene una larga tradición, pasó de trabajar los temas de e-government hacia el open government, y ahora justo ha lanzado toda una plataforma de participación que se llama Participem. Participem es participación en catalán, que lo que está trabajando precisamente es alguno de los ejes que comentaba, que es combinar participación física y participación online, pero favorecer la participación muy fuertemente online para tanto que hubiesen propuestas de la ciudadanía respecto a la elaboración del plan municipal. Hubo 40.000 participaciones de la ciudadanía sugiriendo nuevas propuestas o sugiriendo modificaciones. De estas se recogieron 10.000 propuestas, algunas se agruparon y algunas se recogieron en el plan municipal. Y luego, con distintas acciones que se han de realizar de cambios en la ciudad o de actuación tanto urbanística como de decisión de
privatización de servicios como privatización de actividades. Hay un espacio en cada barrio donde hay una fuerte participación de la ciudadanía a través de estas herramientas, y es para consolidar el que haya ese nivel tanto de participación en votar en distintas actuaciones como de involucrar en lo que es las decisiones, pero también en la gestión de espacios públicos, que Barcelona también ha habilitado toda una serie de espacios para que sean gestionados por entidades cívicas, y es una manera también de crear ese espacio cooperativo de ciudad. Merci beaucoup. Donc justement, vous l'avez mentionné, l'enjeu c'est de convertir les citoyens à ces nouveaux outils numériques. Donc j'ai donné la parole à Charles Defresne, donc de Vox. Depuis 4 ans, vous développez Vox, qui se conçoit comme une véritable boîte à outils du citoyen connecté. Alors parlez-nous-en un petit peu, qu'est-ce que c'est une boîte à outils des citoyens connectés et comment on peut donner aux citoyens la possibilité d'agir vraiment à la fois localement et nationalement. Ok, bonjour à tous, je m'appelle Charles Defresne et donc je suis là pour vous parler d'un cas concret, d'un exemple très outillé, donc Vox.org, qui a l'ambition de rendre plus compréhensible la politique et de faciliter l'engagement dans la vie publique. Ça a été créé il y a 4 ans sur une idée toute simple que l'information politique et notamment les programmes politiques étaient difficiles d'accès. Soit on était sur les petites phrases dans les matinales des radios, soit on était sur le PDF de 40 pages sur les sites internet des candidats. Et donc nous, on a créé un comparateur de programmes politiques qui permet très facilement de choisir une élection, 2 candidats, une thématique, et de comparer les propositions officielles. L'idée est toute simple, mais a bien fonctionné, et on s'est élargi dans 16 pays, on a couvert 25 élections en tout. Et dans 4 millions de personnes voilà, qui sont venues sur notre site et qui ont pu aller voter plus sereinement en s'informant réellement sur les propositions et en sachant plus facilement voilà, qu'est-ce qui se cache derrière tel candidat ou telle petite phrase. Et puis cet outil a bien fonctionné, on a essayé de s'élargir donc en facilitant l'information aussi. Donc on a une youtubeuse dans l'équipe qui par des vidéos pédagogiques est plutôt bien tournée, rend compréhensible les grands enjeux du débat public, comme l'imposition à la source, qui est quand même un sujet compliqué, ou comme les fichiers S, ou la réforme fiscale pour la campagne de 2017. On fait des infographies également, et on a un bot, donc la première intelligence artificielle sur Messenger, qui permet à chacun d'avoir un coach personnel qui informe sur les élections et sur les grandes échéances, comme l'inscription sur la liste électorale, etc. etc. L'ambition de tous ces outils, c'est de apporter des solutions très concrètes au décrochage civique de la jeunesse, au moins voilà, apporter des solutions pour réduire l'abstention passive des jeunes et apporter des réponses au c'est pas fait pour moi, j'y comprends rien, de toute façon tous les mêmes, ou alors c'est trop compliqué, je demande à mon père quoi voter. Et puis, on a décidé de ne pas rester seulement sur le numérique, mais aussi d'aller dans la vraie vie, se confronter au réel et en rencontrant des gens. Donc on a créé la Vox Academy, qui est ma mission à moi, sur plusieurs aspects. Donc on a d'abord des formations qui essaient de réinventer les cours d'éducation civique pour donner les clés de compréhension à chacun, pour vivre plus sereinement la vie politique, le débat public, et pouvoir poser ces questions toutes bêtes. J'ai eu encore ça il y a 2 semaines, mais c'est quoi la différence entre la droite et la gauche ? Et bien, dans ces espaces-là, on essaie de répondre de manière neutre et objective à ces questions-là. On a également un format qui permet de débattre de politique sereinement avec des inconnus, ça s'appelle le Polka. On essaie de faire dans les cafés. Le 8 décembre, il y en a un pour l'OGP avec la mairie de Paris, par exemple. Et on fait un tour de France en mars, où les jeunes vont prendre la voiture, prendre la route et aller pendant 1 mois, quelques semaines avant l'élection présidentielle, pour aller dans les zones rurales, dans les quartiers périurbains, dans les centres-villes, pour discuter, parler politique et se confronter au réel. Et si je peux faire un lien avec la Smart City, justement, parce qu'on n'est pas directement sur ce créneau-là, pourtant on offre des outils qui essaient de reconnecter la jeunesse avec le débat public et avec la politique. Donc s'il y avait deux messages à retirer peut-être de cette expérience-là, le premier c'est que les outils numériques ne font pas tout.
Le solutionnisme technique n'est pas une solution selon moi. Et voilà, il y a une importance à aller se confronter au réel, aux usages des habitants, à ce que pensent les jeunes. Donc nous, on va aussi dans les lycées, par exemple, pour aller voir ce que réellement, ce qui se dit, quelles sont les craintes, les peurs, les questions, etc. Qui nous permet, nous, après, d'améliorer nos outils. Et la deuxième chose, c'est on n'a pas réinventé l'eau chaude. On traîne dans les milieux des startups, etc., où l'innovation et la valeur mise en avant tout. Nous, notamment pour la Vox Academy, on s'inspire de ce qui a déjà marché depuis longtemps, notamment l'éducation populaire et les outils de pédagogie alternative qui ont fait leurs preuves et qui fonctionnent bien. On lie ça avec les outils de la Civic Tech, donc qui lient nouvelles technologies et engagement citoyen, et on essaie de proposer quelque chose qui fonctionne pour l'instant bien, qui appelle à se développer. Si ça peut inspirer en tout cas les outils de la Smart City, ça serait mais ce qui a été dit, je pense avant, de ne pas réinventer l'eau chaude tous les 5 ans, mais de s'inspirer de ce qui fonctionne déjà bien et de l'adapter à notre temps actuel. Alors justement, vous êtes un outil parmi d'autres pour un choix plus éclairé, mais notamment en amont. Donc l'enjeu pour vous, donc vous devez attirer beaucoup de citoyens pour que ça puisse fonctionner. C'est aussi attirer des politiques, des élus, des candidats aux élections pour permettre justement cet échange en amont, pour permettre un choix plus éclairé. Est-ce que vous avez justement, en vue de l'élection présidentielle française en 2017, ou voire des municipales d'après, etc., est-ce que vous avez mis en place ce genre d'outils pour faciliter les interactions entre le public et les élus dans une période d'élection? On a un outil sur ce créneau-là, sur notre site vox.org. Voilà, c'est notre opération Hello 2017 où il y a un onglet s'informer, un onglet se comparer, un onglet se rencontrer, donc ça j'ai décrit. Mais il y a également un volet interpeller. On s'est associé avec Curious.so qui permet, c'est une technologie qui permet de poser ces questions aux candidats. Et après, chacun peut aller soutenir des questions. Et donc il y a une certaine médiation qui se fait, ou en tout cas un tri entre les questions les plus populaires, les plus soutenues, les plus demandées, et celles qui tombent dans l'oubli. Et justement, les élus et les candidats sont engagés notamment pour la primaire de droite, et après à nous de faire le boulot pour la suite, à répondre à ces questions. Et ça réinvente le lien entre... Mais tiens, je fais à peu près une chose similaire, donc on pourra en parler, mais ça réinvente le lien entre candidats et électeurs, et que ce ne soit pas seulement descendant candidats qui balance ses programmes sur BFM TV, mais aussi d'autres outils qui permettent de voir réellement les sujets qui intéressent pour nous les jeunes. Donc c'est notre cible 18-35 ans. Alors justement, une fois que ces personnes sont élues, il faut ensuite organiser le suivi, donc continuer le dialogue entre les citoyens et les élus. Là, je vais me tourner vers Benjamin Desgachons de Change.org. Donc Change.org, c'est la plus grande plateforme mondiale de pétitions en ligne, l'une des premières d'ailleurs Civic Tech. Vous êtes lancé en 2007 aux États-Unis, en 2012 en France. Vous êtes connu notamment pour la pétition contre la loi travail qui a recueilli plus d'1 million de signatures, ou encore vous avez contribué grâce à une pétition à la grâce partielle de Jacqueline Sauvage. Mais on le sait moins, la plupart de vos pétitions concernent l'échelle locale et donc l'après-élection en fait. Oui, c'est intéressant de constater effectivement que sur Change.org, qui est aujourd'hui la plus grande plateforme mondiale de mobilisation citoyenne, l'écrasante majorité des pétitions qui sont lancées sur cette plateforme ont un échelon et une visée locale et régionale. Si vous voulez, il y a un petit nombre de pétitions qui atteignent des scores phénoménaux, mais il y a un nombre phénoménal de petites pétitions, cette longue traîne d'engagement citoyen qui, à mon sens, sont en train de représenter une évolution démocratique majeure. Pourquoi ? Le premier enjeu auquel on a tenté de répondre avec Change.org, c'est de répondre à ce paradoxe d'une défiance vis-à-vis des politiques sans précédent et en même temps une envie d'agir des citoyens sans précédent. Et jusqu'ici, c'était comme si la révolution numérique avait mis de côté l'engagement citoyen, c'est-à-dire qu'on pouvait utiliser le numérique pour acheter mieux et plus facilement, pour consommer mieux et plus facilement, pour se renseigner auprès de l'administration plus facilement, mais il fallait que l'engagement citoyen soit de son côté ardu, rébarbatif, pas accessible. Je pense que c'était vraiment ignorer cet appétit des citoyens, ce désir de politique qui s'exprime au quotidien sur une plateforme comme la nôtre, en rendant accessible et ouvert à tous des outils simples. La pétition, c'est pas nouveau, là aussi il y a une longue tradition, mais en la rendant plus efficace et plus accessible, on permet au plus grand nombre de citoyens de découvrir ce que c'est que l'engagement et de venir poster devant les décideurs des propositions concrètes. Et là encore, c'est l'échelon local qui semble le plus présent. Je vais vous donner un exemple de cette longue traîne qui ne fait pas la une des médias et qui pourtant a un impact très concret.
Sur Change.org, on a vu en France émerger ces dernières années des dizaines de pétitions sur la question des auxiliaires de vie scolaire. Ces personnes accompagnent des enfants en situation de handicap dans nos écoles en France. Elles sont souvent dans des situations très précaires, c'est des contrats d'1 an avec des enjeux de renouvellement qui sont des véritables casse-têtes pour ces personnes et pour leurs proches. On a vu ce problème apparaître via des dizaines de cas concrets partout en France de parents qui, à la rentrée, n'ont pas de solution. Et ça aboutit donc à du cas par cas, à des contrats renouvelés par des mairies dans telle ville, à des contrats renouvelés par l'Éducation nationale dans telle autre. Mais ça a pointé du doigt ce problème plus systémique. Il est certain que ça a contribué, avec le travail des associations, à un changement systémique qui, lui, a été annoncé avant l'été, qui va être le passage en CDI de l'ensemble des postes d'AVS en France. C'est là vraiment un exemple très concret sur ces questions de handicap, sur ces questions sociales, environnementales. Vous avez des dizaines de cas concrets qui sont portés par ces citoyens qui s'engagent sur la plateforme Change.org et d'autres sites de mobilisation, qui mettent le doigt sur ces problèmes qui ne font pas la une et qui aboutissent à des solutions concrètes que les décideurs peuvent porter sur la décision publique. Alors justement, puisqu'on touche au concret, les Civic Tech, c'est aussi des outils, des logiciels, des plateformes qui sont mises à disposition des municipalités, des collectivités, pour justement leur permettre de tirer profit de cet engagement citoyen. Alors, comment renforcer justement cette démocratie participative? C'est à partir de cette question que Julie de Pimaudan a développé Fluicity, qui est donc un logiciel à destination des collectivités qui régénère et qui réinvente le rôle des élus locaux. Comment ça fonctionne, Julie? Il faut... C'est bon. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Du coup, Fluicity, c'est une assez jeune start-up que j'ai fondée avec mes 2 cofondateurs en juillet 2015 et qui est en fait un réseau local de démocratie directe. Notre objectif, il est assez clair, c'est de recréer un lien de confiance entre les élus et les citoyens au niveau des villes, parce qu'on considère que c'est probablement l'échelon dans lequel on peut avoir le plus d'impact le plus rapidement possible. On a fait toute une petite étude avant de nous lancer dans la Civic Tech, essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait en sorte que les gens n'allaient plus voter, pourquoi ils étaient découragés dans la politique. Et dans un échantillon d'autour de 500 personnes, c'était toujours l'impact qui revenait, ce sentiment d'avoir aucun impact sur la prise de décision. Du coup, ce qu'on a préféré, c'est vraiment privilégier cette échelle locale en incluant au sein d'une même plateforme les élus et les citoyens dès le départ pour essayer de favoriser cet impact le plus direct possible. Donc en fait, j'ai bien dit, Fluicity, c'est un réseau. Il y a 3, je dirais, différenciants par rapport à d'autres Civic Tech. Le premier, c'est qu'il est local, donc ça j'ai expliqué pourquoi. Le second, c'est qu'il est actionnable. Donc effectivement, on a aujourd'hui des réseaux comme Twitter et Facebook qui englobent la majeure partie des interactions online, qui peuvent être très puissants et qui concentrent un grand nombre d'interactions concernant la politique. Le problème, c'est que leur but, c'est d'avoir un maximum de likes, de shares et probablement de vendre un maximum de publicité. Nous, notre but, c'est effectivement de transformer des idées en action, donc de faire en sorte que l'ensemble des projets et des idées qui ont été proposés par les citoyens sur la plateforme se transforment en réels projets concrets sur le terrain. Donc ça va être principalement notre métrique numéro 1. Donc aujourd'hui, la manière dont ça se présente, on est principalement une application mobile qui concentre l'ensemble des canaux de communication et de participation qui sont disponibles aujourd'hui. Donc on a des informations descendantes qui vont provenir de la mairie vers le citoyen. Il va y avoir des sondages qui vont être proposés par les élus vers les citoyens, mais également la possibilité pour le citoyen de faire pression, entre guillemets, de manière saine et équilibrée envers ses élus, en proposant des projets participatifs, en proposant des idées, en signalant des problèmes, et ce, de manière totalement transparente et non modérée par la commune, ce qui va permettre aux citoyens d'avoir le sentiment, et en tout cas, effectivement, d'avoir la possibilité d'avoir un impact sur la prise de décision. Donc ça, c'est, je dirais, l'application côté citoyen. Côté mairie, ce qu'on propose, c'est un abonnement
la possibilité en fait de recueillir l'ensemble des données qui sont récoltées sur la plateforme au niveau de la ville et du territoire et d'en tirer des grandes tendances. Donc on va avoir les résultats des sondages, on va avoir les thèmes les plus interagis de la semaine, on va avoir une cartographie de l'ensemble des projets et de la participation citoyenne qui est faite sur le territoire, et on va permettre aux maires de prendre des décisions qui sont peut-être plus en phase avec une partie de sa population, qui va moins au conseil de quartier, qui va moins aux réunions publiques et qui va avoir plus la possibilité de s'informer sur une plateforme numérique. Donc aujourd'hui, on s'est lancé dans 6 villes. Notre première ville pilote, qui est la ville de Vernon, on a déjà touché 7% de la population locale. De cette population, on a autour de 65% qui ont entre 18 et 45 ans. Donc le pari d'aller toucher cette majorité silencieuse qui ne va pas aux réunions publiques, a priori, a été gagné. Voilà un petit peu comment ça fonctionne, Sylvain. Je sais pas si... Alors, dans d'autres domaines, on parle notamment de greenwashing lorsqu'on utilise beaucoup de communication pour faire valoir un souci d'environnement, mais qu'en fait, il n'y a rien derrière. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi avec les civic tech, notamment en utilisant ce genre d'outils, de permettre à une municipalité de faire du civic tech washing je ne sais pas comment on peut dire. Comment est-ce qu'on vérifie concrètement que l'outil est vraiment mis à la disposition des citoyens et qu'il y a derrière une vraie amélioration de la politique ? Je pense qu'il y a peut-être 2 aspects dans la question. Le premier aspect, c'est comment est-ce qu'on va véritablement toucher un grand nombre de citoyens, de faire en sorte que cet outil devienne un outil d'aide à la prise de décision sur le long terme pour la collectivité. Je pense que dans un premier temps, il faut juste assumer que les civic tech vont pas tout de suite être représentatives et que effectivement la démocratie ça s'expérimente en permanence et que donc c'est important de se dire tant pis, on va toucher les jeunes, on va peut-être toucher moins de 15% de la population au départ et ça va pas forcément être très représentatif. L'idée c'est juste de rééquilibrer ce qui se passe aujourd'hui dans les villes où on a quand même les plus de 65 ans qui vont être surreprésentés dans l'échange et dans le dialogue citoyen. Et la deuxième chose, je pense que c'est important de travailler avec des startups, avec des acteurs privés dont c'est vraiment la spécialité, le numérique, l'acquisition de nouveaux utilisateurs, la performance, l'amélioration permanente des outils. Et ça, je pense que effectivement, d'avoir une startup qui se concentre uniquement sur la participation citoyenne et qui en fait son métier, qui s'inspire des meilleures pratiques de ce qui peut se passer un peu partout dans le monde et qui l'intègre au sein de son outil, ça permet effectivement d'avoir des outils qui sont toujours bien en phase avec les usages du numérique qui sont tout le temps en train d'évoluer. Donc, je pense que c'est important. Alors justement, on a un exemple concret d'utilisation de ces outils de civic tech dans une municipalité. Nous avons avec nous Pauline Véron, l'adjointe à la mairie de Paris en charge de la démocratie locale, entre autres. Pauline, pourquoi déjà avez-vous décidé de prendre en compte ces nouveaux outils et comment est-ce qu'une collectivité comme la mairie de Paris se saisit-elle de ces outils ? Bonjour, merci. Je voulais, comme un certain nombre d'intervenants, rappeler le contexte aussi pour nous, pour la ville de Paris, dans lequel on a travaillé sur cette question de la participation citoyenne et de l'usage notamment du numérique, où je partage l'analyse qui est que, effectivement, si on vit une crise de la démocratie ou du fonctionnement institutionnel ou des politiques de manière générale, on sent bien qu'il n'y a pas de crise du politique dans le sens de crise de l'intérêt des citoyens pour la chose publique et pour les débats de société. Donc comment faire participer plus les citoyens qui le souhaitent, c'est la question qu'Anne Hidalgo a tout de suite posée dès qu'elle a été élue. D'ailleurs, elle l'avait fait lors de sa campagne électorale puisqu'il y avait une plateforme numérique qui permettait aux Parisiens de faire des propositions pour son programme municipal. Et ensuite, lorsqu'elle a été élue, à l'occasion du premier conseil municipal, elle a fait adopter une déclaration d'intention qui a été votée, dans laquelle elle s'engageait et elle proposait à l'ensemble du conseil municipal de mettre en place un certain nombre d'outils de participation citoyenne, dont le budget participatif. Alors ce budget participatif, il s'intègre dans un ensemble de dispositifs que nous avons réfléchi, que nous avons pensé en fonction de ce qui existait déjà et de ce qu'on souhaitait développer pour compléter en fait la palette des outils permettant d'essayer de mettre en place une démocratie continue qui permettent d'avoir ce lien permanent avec les citoyens. Donc il y a des outils
je dirais, d'aide à la décision pour des décisions municipales, où on consulte les habitants sur des projets pour les améliorer, pour qu'ils répondent le mieux possible à ce que souhaitent les usagers, les habitants. Donc, c'est les réunions publiques classiques, mais peut-être avec une consultation un peu plus poussée que simplement informer sur la nature du projet. Et puis, il y a la mise en place d'un certain nombre d'instances un peu plus spécialisées ou généralistes que l'on va consulter sur des thématiques plus précises. Et bien sûr, donc ce budget participatif qui est un petit peu différent dans sa nature, parce que le budget participatif n'est pas dans une démarche descendante, mais dans une démarche ascendante. C'est-à-dire qu'il s'agit bien de projets proposés par les Parisiens eux-mêmes et non pas de consultations sur les projets municipaux. Donc la maire de Paris a mis de côté sur la mandature un demi-milliard d'euros pour réaliser les projets voulus par les Parisiens, ce qui en fait, je pense, le plus gros budget participatif du monde, quasiment, avec cette somme. Et nous avons fait le choix de le mettre en œuvre dans l'ensemble de Paris tout de suite. On aurait pu s'interroger avec des territoires pilotes ou certains arrondissements. On a vraiment essayé de construire un budget participatif qui soit le plus ouvert possible, également sur les thématiques. C'est-à-dire que les habitants peuvent déposer des projets qui concernent des dépenses d'investissement dans toutes les thématiques, donc quel que soit l'endroit où il habite dans Paris, et quelle que soit aussi sa nationalité, l'idée étant que tous les Parisiens participent à ce budget participatif, avec l'idée que, évidemment, nous construisons une ville la plus inclusive possible. Et donc, il s'agit bien de faire participer un maximum de personnes. Et nous avons mis en place aussi un dispositif particulier pour les quartiers populaires de Paris, à la fois dans l'accompagnement des habitants pour qu'ils puissent se saisir de cet outil, avec l'aide d'associations et notamment issues de la Civic Tech. Donc, nous avons fait un appel à projet pour nous aider ou accompagner ou aider les associations locales pour faire émerger les projets. Donc, par exemple, on travaille depuis peu de temps avec Vox qui a répondu à un appel à projet d'ateliers citoyens d'émergence de projets. Et puis, ensuite, nous avons réservé donc une somme de ce budget participatif pour les projets dans les quartiers populaires. Alors, le site de la plateforme numérique du budget participatif, nous l'avons créé nous-mêmes, la ville de Paris, en interne. Mais nous avons, donc depuis 2 ans, eu des ateliers de travail avec les Parisiens qui sont venus sur cette plateforme, qui ont soit déposé des projets, soit donné leur avis, pour pouvoir l'améliorer en fonction du ressenti des gens qui l'ont utilisé. Et nous avons essayé d'apporter des nouveautés sur cette plateforme pour que la participation soit la plus facile possible. Alors, je me permets juste de vous couper. Vous avez donc, la mairie de Paris a créé ses propres outils en fait, de démocratie participative. En parallèle et en collaboration avec les outils de la Civic Tech. Alors justement, je me pose la question, quelle est un petit peu la scalabilité des entreprises de la Civic Tech? Est-ce qu'on peut, en fait, dans un modèle de démocratie locale, dans la mesure où l'objectif est plutôt que les citoyens s'emparent de ces outils, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux de la part des municipalités qu'elles utilisent des outils déjà pensés et qui s'inspirent des bonnes pratiques, plutôt que de créer leurs propres outils en plus des outils existants? Je crois que les deux se complètent. Il n'existait pas une plateforme numérique déjà qui permettait exactement de faire le budget participatif comme on le souhaitait, parce qu'il s'agit aussi de créer un lien avec les services de la ville et de pouvoir faire en sorte que notre plateforme numérique intègre les outils numériques internes à la ville, parce que nous avons des outils numériques de suivi de projet. Donc on a essayé de s'appuyer sur notre propre savoir-faire et bien sûr en dialoguant avec des professionnels du sujet.
Nous avons développé une autre plateforme numérique qui s'appelle Madame la maire, j'ai une idée, qui permet de faire des consultations numériques. Là où nous avons travaillé avec la Civic Tech, puisque nous avons fait un marché public et c'est la Net Squad qui l'a remporté. Et puis nous travaillons avec la Civic Tech sur des projets qu'on pourrait partager, qu'on pourrait faire ensemble. La mairie de Paris utilise par exemple la plateforme change.org pour des pétitions ou incite à aller sur le site. Nous avons nous-mêmes notre e-pétition, notre site de e-pétition. Je crois que tout ce qui permet d'aller vers plus de participation des habitants en ciblant notamment des populations qui ne vont pas habituellement dans les réunions de concertation. On a vu sur le budget participatif le nombre de votants très important des trentenaires sur la plateforme numérique. Et en même temps, un vote papier, puisque nous avons maintenu les urnes sur le terrain, un vote papier qui est plus important aujourd'hui que le vote numérique. Donc pour nous, c'est très important de garder les deux choses, parce que tout le monde ne peut pas se saisir des outils numériques. Mais en même temps, ça vient compléter. De même que tout ce que propose la Civic Tech et qui est en train de se développer, que ce soit sous une forme associative ou de start-up, nous intéresse et on regarde à chaque fois comment les outils qu'ils développent pourraient venir nous aider dans cette construction de palettes de différents outils que nous pouvons utiliser pour faire intervenir les citoyens à différents moments de la décision. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est plus compliqué que pour l'instant on n'a pas encore mis en œuvre, mais vers où je souhaite aller, c'est la participation des citoyens à la mise en œuvre des projets. Et là, c'est plus compliqué parce que ça impacte beaucoup les ingénieurs de la ville, les agents publics qui mettent en œuvre les décisions, en lien parfois avec des entreprises privées qui travaillent dans le cadre de marchés avec la ville. Et il faut qu'on regarde comment, éventuellement, des applications de la Civic Tech pourraient nous aider, notamment là-dessus. Et je voudrais dire une dernière chose, c'est que cette nouvelle démocratie participative, ça fait longtemps qu'on en entend parler, et finalement, dans les faits, c'est pas si important que ça quand on regarde concrètement la mise en œuvre dans un certain nombre de villes, même si ça commence à se développer, la mise en œuvre de cette démocratie participative. C'est que ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple, bien sûr, pour les élus, parce que tous les élus ne sont pas convaincus de l'intérêt de faire cela. Il y a aussi un rapport au pouvoir qui est à revoir, et donc tous les élus ne sont pas forcément prêts à cela. Ce n'est pas si facile aussi pour une administration de changer sa façon de travailler, puisque l'habitant, les citoyens interviennent complètement dans le processus décisionnel, et ça demande un accompagnement aussi, un management à l'intérieur des collectivités locales. Et puis ça prend aussi du côté des citoyens. On ne devient pas citoyen acteur de la construction de politiques publiques du jour au lendemain, et donc c'est pourquoi je pense qu'il faut qu'il y ait un travail de fond, et en tout cas proposer aux gens qui souhaitent participer des outils leur permettant d'être bien armés et compétents et comprendre les enjeux. Et donc c'est pourquoi nous développons des ateliers citoyens, des formations, des lieux où ils viennent, parce qu'il ne suffit pas de dire bon, les outils existent, maintenant on y va. Il faut accompagner le mouvement et ensemble construire cette nouvelle façon d'être ensemble et de faire de mettre en œuvre des politiques publiques. Je peux juste ajouter quelque chose, Pauline. Je trouve que c'était intéressant de mentionner justement ce rapport au pouvoir. Je pense que ce rapport au pouvoir, en vérité, peut parfois être bloquant justement pour l'émergence de la Civic Tech. Je pense que pour que vraiment que ces outils Civic Tech commencent à avoir un impact et soient massivement adoptés par les citoyens, il faut pouvoir vraiment leur restituer cet impact. Or, lorsqu'on a trop d'outils qui sont réfléchis par l'administration pour les besoins de l'administration, on oublie en fait qu'il faut remettre le citoyen au centre et que ces outils doivent d'abord être pensés pour le citoyen. Résultat, en fait, le lien direct entre adoption massive, création de données et puis finalement impact sur la prise de décision est beaucoup plus lent. Donc moi j'insiste vraiment, et je sais que c'est la démarche de la ville de Paris,
d'encourager les villes de manière générale à utiliser des outils dont les créateurs sont experts de la participation citoyenne et regardent un petit peu partout dans le monde de ce qui se fait de meilleur. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui dans la mobilité on va utiliser Waze ou Google Maps pour essayer de bouger et pas forcément le plan de la ville ou celui de la RATP. C'est parce qu'il y a effectivement une ambition derrière, il y a un savoir-faire, il y a une expertise qui est développée. Et je pense que c'est un petit peu dommage parfois de voir des villes qui veulent faire cavalier seul quand il s'agit de la civic tech, parce que ça reflète trop les besoins de l'administration et pas assez ceux du citoyen. Alors justement, on peut s'inspirer de ce qu'il se passe ailleurs dans le monde. Nous avons ici Alejandro Franco, le directeur de Rutaen, qui est un immense centre d'innovation qui est lié à la ville de Medellín, en Colombie. Justement, la ville de Medellín, c'est un petit peu la référence mondiale de la Smart City. C'est aussi une ville dont le credo, c'est la ville inclusive. Donc, Alejandro, comment est-ce que Medellín est devenue une référence dans la ville inclusive et qu'est-ce que les autres villes peuvent en apprendre? Bueno, pues antes que nada, muy buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Creí que lo había aprendido. Perdón, creí que lo había aprendido. Muy buenos días para todos, es un gusto estar acá. Pues antes que nada me toca muy difícil, pues después de tan buenas exposiciones de los compañeros de acá de la mesa, contarles un poco también de Medellín. La primera pregunta que yo quisiera hacer, ¿quiénes de aquí conocen a Medellín? Bueno, pues todavía para los que no, Medellín es la segunda ciudad de Colombia. Somos casi 2.600.000 habitantes y con el área metropolitana llegamos a 3.600.000. Si nos vamos también un poco para las referencias, lamentablemente hace 30 años fuimos reconocidos como la ciudad más violenta del mundo. Teníamos más de 330 a 360 homicidios por 100.000 habitantes y era una de las cifras más vergonzosas con las que acarreábamos. Todavía tenemos un lastre muy duro de quitarnos de una historia de narcotráfico, de violencia, con la cual todavía tenemos que seguir luchando. Pero yo creo que como comunidad hemos encontrado un propósito común y es todos los ciudadanos de Medellín, cómo nos enfocamos frente a un cambio de ciudad, de una vocación económica de la ciudad. Y ahí es donde nace Ruta N. Ruta N es una iniciativa que hoy tengo la fortuna de liderar, pero que existe hace más de 8 años, más de 7 años en la ciudad y que tiene un propósito y es cambiar la vocación económica de la ciudad y pasar de una economía tradicional a una economía de conocimiento. Ahí se hizo una apuesta muy grande por tener un plan en ciencia, tecnología e innovación que incluyera la manera de cómo incorporábamos el conocimiento en la base de la economía y cómo hicimos apuestas claras como ciudad por 3 sectores específicos: TIC, energía y salud. Y creo que hace 7 años ese fue uno de los primeros procesos de co-creación que logramos al sentar en una mesa a los académicos, a la empresa privada, al gobierno, y entender bajo la situación que vivía la ciudad, pues cómo juntos entendíamos una ruta de crecimiento. Creo que sin incorporar en ese entonces mucha tecnología, pero sin mucha voluntad, toda una sociedad se sentó a entender cuál era una ruta de crecimiento y esa ha sido la apuesta. Yo creo que lo segundo que nos ha pasado también es los buenos gobiernos que hemos tenido en los últimos años. Hemos heredado buenos gobiernos de los cuales, más que entender los egos de cada momento, es entender una ruta de crecimiento y cómo sumamos. Y creo que eso también ha sido muy positivo al entender un propósito común de ciudad y no unos momentos del partido político de turno. Y creo que sin lugar a dudas pues han venido sucediendo también como eventos que nos han hecho entonces tener logros, como ser reconocidos como la ciudad más innovadora en el 2013, ahora estar presentes en los premios como de innovación que provee Bloomberg y ser escogidos entre 290 ciudades como una de las 5 ciudades con uno de los retos más interesantes por resolver. Y ahí es donde yo también sí quisiera meterme en qué hemos logrado también. Y lo primero fue que entendimos que teníamos que desarrollar un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Y cómo hicimos una apuesta soportada en 4 grandes pilares. Uno que tenía que ver con el talento. En Medellín hay buen talento, pero necesitamos más talento. ¿Qué hacíamos para atraer talento del mundo y para retener el talento que teníamos?
¿Cómo hacíamos, segundo, para tener y conectarnos con el mundo a través de las redes? ¿Cómo escalamos las capacidades de la ciudad? Pero para las brechas que nosotros tenemos como ciudad, ¿qué hacíamos para suplirlas? Tercero es que desarrollar un ecosistema tiene que permear solo a la capa de habitantes de Medellín y conectarnos con el mundo, y por eso tenemos una oferta grande para atraer empresas del mundo a que se instalen en Medellín. La meta es al 2021 tener más de 800 empresas del mundo entero asentadas en Medellín, y esto tiene que pasar en la medida que nos conectemos. Queremos que Medellín sea ese hub de innovación para Latinoamérica y que las empresas de Europa, Asia, Norteamérica interesadas en entrar en Sudamérica vean a Medellín como esa puerta de entrada. Lo otro también a lo que le estamos apostando es al capital. Pues la innovación sin dinero no ocurre, y ¿qué queríamos para que eso pasara? Creamos casi que nuestra propia estrategia basada en algo colectivo que nos ha hecho mucho sentido. Tradicionalmente los gobiernos invierten a fondo perdido pues, recursos para promover emprendimiento, pero cuando esos emprendimientos llegan al mercado, pues el gobierno no obtiene ningún retorno sobre ellos. Lo que hemos pensado es que si socializamos el riesgo, también socializamos la ganancia, y lo que hemos entendido son mecanismos de cómo como gobierno participamos en las iniciativas que promovemos, a partir de retorno del crédito, a partir de regalías o a partir de participación en las empresas que apoyamos. Eso es lo que nos permitirá esa 2021, con esa estrategia, digámoslo así, orgánica, más la atracción de fondos de capital de riesgo, tener más de $500 millones disponibles en nuestra ciudad para invertir en las iniciativas de nuestros emprendedores, que es nuestro gran reto. Y teniendo como referente pues ese gran ecosistema que queremos hacer, pues la pregunta es, bueno, en todo esto, ¿cómo integramos al ciudadano en los procesos que tiene Ruta N? Ruta N y la ciudad de Medellín, lo primero es que para este año construimos un plan de gobierno que va del 2016 al 2019 con la comunidad. Y no es que nosotros solo trabajáramos sobre lo que nos decía la comunidad, sino que entendimos distintos pilares para el desarrollo de la ciudad y fuimos y los discutimos con las comunidades en los barrios. Todo este proceso de construcción del plan de desarrollo, visitamos cada una de las comunas de nuestra ciudad, expusimos los pilares de desarrollo, pero sobre todo empoderamos al ciudadano para que nos diera a entender cuál era el feedback o la retroalimentación que quisiera darle a ese plan de desarrollo. Pues prueba de ello fue que este año nos ganamos al mejor plan de desarrollo de la ciudad de Colombia, y creo que el éxito de nuestro plan de desarrollo fue que se construyó directamente con el ciudadano. No hubo intermediarios, no hubo encerronas donde nos sentáramos y creíamos que entendíamos la ciudad, cuando quien realmente entiende la ciudad y tiene el conocimiento de la ciudad es el ciudadano. Y de ahí nos hemos apoyado en una plataforma muy bonita que también hemos heredado, es bien interesante, que se llama Mi Medellín. Es una plataforma que nos ha permitido abrir un espacio de participación 7x24 del ciudadano de Medellín, que a partir de distintas temáticas y retos que se han abierto, pues el ciudadano puede ir y aportar sobre él. No es también un secreto, a principios de año vivimos un problema de calidad del aire, pues y lo primero que nos dijimos es, pues para solucionar estos problemas del aire, ¿qué hacemos? Invitamos a los ciudadanos, recibimos más de 670 iniciativas y hoy pudimos premiar 4 que estamos empezando a implementar, pero es la forma como también nosotros hemos entendido que para los problemas que evidenciamos del día a día, convocar a la inteligencia colectiva será la capacidad para dar respuesta a los mismos. Hoy tenemos también otra iniciativa que es la que nos convoca, que es Cities for Life. Nació el año pasado en Medellín y lo que pretendía es esto, conectar a las ciudades del mundo para hablar sobre temas comunes y entender a partir de los retos que todos evidenciamos pueden ser comunes en nuestras ciudades, cómo esta misma inteligencia, cómo la fuerza de todos los que estamos acá puede ayudar a influir sobre las soluciones de las mismas. Hoy un sueño que nació hace un año y nos tiene reunidos a más de 65 ciudades del mundo y todos los que estamos acá pues trabajando como por aportar desde nuestra inteligencia colectiva esos retos que hoy evidenciamos, y yo creo que es motivo de gran orgullo que hace 30 años fuéramos reconocidos como los más violentos y 30 años después estemos liderando en espacios como estos Cities for Life, donde todos trabajamos en conjunto. Creo que también hemos tratado de generar otras herramientas también de trabajo colectivo,
Y tenemos una que se llama Son4i, pero ya con un foco específico en ciencia, tecnología e innovación. Es una plataforma que permite conectar a inversionistas, que permite conectar a grupos de investigación, a emprendedores y a empresas. Y lo hacemos también a partir, en muchos casos, retos que ponen las empresas para ver emprendedores o grupos de investigación cómo las resuelven, para entender proyectos de investigación que están surgiendo desde las universidades, cómo los financiamos con inversionistas. Y esta es con una comunidad que hoy también estamos tratando de exportar para el mundo, ya tiene presencia en Latinoamérica, donde conectamos pues todo este grupo de actores en términos de ciencia, tecnología e innovación. Hoy, sin lugar a dudas, con muchas ciudades del mundo, nuestro reto está en todo el tema de la economía de los datos. Creemos que para llegar allá necesitamos antes que la tecnología ciudadanos más inteligentes, donde lo que tenemos que hacer es acercar a los jóvenes y a las personas a las tecnologías y cómo a partir del uso eficiente de las tecnologías tenemos ciudadanos más inteligentes. Desde nuestra parte, Medellín tiene muchos retos todavía pues, por solucionar, pero creemos que a partir de esta apuesta en ciencia, tecnología e innovación que lideramos desde Ruta N para la ciudad, pues estamos logrando un proceso de transformación de ciudad y que queremos seguir avanzando en esta línea. Así que, gracias. Très bien, merci beaucoup, merci à tous les participants, merci à vous, public.